Le Cameroun est un pays où les jeunes de 15 à 34 ans représentent plus d'un tiers des habitants et sont 3 fois plus atteints par le chômage que les autres catégories de la population. La création d'entreprises apparaît comme une solution possible. Les jeunes diplômés sont surtout tentés par un emploi dans l'administration ou les entreprises publiques, dans une recherche de la stabilité et de la sécurité, alors que ce secteur est déjà saturé. Fondatrice de Archi & Déco, une entreprise de bâtiments et de travaux publics, spécialisée dans les constructions qui représentent les principes du développement durable, Madame Kemenye Sandrine, originaire de l'Ouest Cameroun, plus précisément de Batié, elle nous dévoile son parcours, un parcours qui inspire. Après un bon cycle académique, passant par l'étranger, elle revient au Cameroun en 2012. Chose curieuse, elle ne s'est pas lancée dans son propre compte, mais elle a préféré se mettre sur les pas de plusieurs cabinets. Madame Kemenye est à la tête de plusieurs entreprises, mais le plus connu est Archi & Décor. Comment cette activité a débuté? Mon parcours il a commencé comme toute personne. J'ai commencé par aller à l'école, plus jeune. J'ai fait des études primaires et puis secondaires. Après les études secondaires, j'ai fait des études universitaires. Parce que je reconnais quand même que j'ai beaucoup fréquenté à l'étranger. Parce que mes études secondaires, je les ai fait hors du Cameroun. Bon, la deuxième partie, je les ai fait hors du Cameroun, après le BPC jusqu'à mon baccalauréat. Je les ai fait en Côte d'Ivoire. Et puis après, je suis allée au Maghreb, où j'ai fait des études exclusivement techniques, en Tunisie et au Maroc, où j'ai fait des études de design d'intérieur, d'architecture, tout ça. J'ai fait ça étant de l'autre côté, en Afrique du Nord. Et c'est également là-bas que j'ai fait mes premiers pas dans le monde du bâtiment. Je suis passée par plusieurs cabinets, étant de l'autre côté, à peu près 4 cabinets dans lesquels j'ai fait, après mes études, j'ai travaillé, jusqu'à ce qu'il y ait, comment on l'appelle, la révolution, le printemps arabe en Tunisie, jusqu'à ce que le président Ben Ali ait connu des difficultés sur le plan politique. Et il y a eu une certaine instabilité du côté de la Tunisie et je suis rentrée au Cameroun, précisément aux années 2012. En l'année 2012, après avoir terminé mes études et que je travaillais déjà. Je suis rentrée au Cameroun, je n'ai pas directement commencé par travailler pour moi, mais j'ai travaillé encore dans des boîtes au Cameroun de BTP, où j'ai exercé encore dans des boîtes de BTP pendant des années avant de penser à ouvrir mes propres structures aujourd'hui. Après avoir été suffisamment outillée, elle décide d'ouvrir son entreprise. Archi & Déco est une agence qui fait des prestations dans 2 domaines. Des prestations en architecture et des prestations en design d'intérieur. Donc déjà, c'est 2 volets. Le volet architecture et le volet design d'intérieur. Maintenant, comment sont organisées les prestations? Les prestations, il y a 3 types de prestations qui se suivent, qui sont complémentaires. Les premières prestations, c'est tout ce qui est audit, tout ce qui est conseil, tout ce qui est coaching. Ça, c'est le niveau 1 en termes de prestations. Dans les deux corps de métier, que ce soit en architecture, pour acheter un terrain, il faut des conseils, quoi que ce soit, ou que ce soit en design d'intérieur, lorsqu'on possède déjà un bien immobilier, qu'on veut faire des rénovations, ou qu'on a commencé le gros œuvre, on veut avoir une visibilité sur le second œuvre. Il faut d'abord passer par une phase conseil, par une phase coaching, par une phase analytique. Ça, c'est prestations de niveau 1. De niveau 2, nous avons maintenant les prestations, la phase conceptuelle. Donc, en ce moment, il faut passer par la conception des plans, comme on dit proprement dit.
Donc, en architecture, nous avons le plan masse, nous avons le plan de distribution, nous avons les coupes, nous avons les façades, nous avons le plan de toiture. Vraiment le dossier architectural, comme on dit, avec son devis, bien sûr, à la fin. Et nous avons aussi les plans de conception pour le design d'intérieur, qui sont maintenant, eux, les plans de faux plafonds, les plans de carreaux, les plans d'électricité, les plans de couleur, etc. Donc ça, c'est maintenant les plans de design avec un devis. Donc tout ça, ce que j'appelle la phase conceptuelle. La phase 2, qui consiste à faire des plans, et des plans en 2D, ensuite des plans en 3D, et puis ensuite de faire des devis, et même des cahiers des clauses techniques. Tout ça, c'est la phase conceptuelle. Le troisième type de service, c'est la réalisation. Donc après qu'on ait ces plans, on peut passer à la phase de réalisation. La phase de réalisation aussi, elle est à plusieurs échelons. Il peut y avoir une réalisation où le client souscrit plutôt à la maîtrise d'œuvre. Donc il a lui-même son personnel, il a lui-même son matériel, mais il faudrait que Archidéco fasse le suivi de ses travaux pour qu'on se rassure que ce soit exécuté dans les règles de l'art. En ce moment, nous parlons de maîtrise d'œuvre. Donc ça, c'est des prestations de maîtrise d'œuvre. Quand il peut y avoir des prestations de maîtrise d'œuvre avec fourniture de personnel, mais c'est Archidéco qui fournit toute la ressource humaine, que ce soit les maçons, les carreleurs, les staffeurs, les plombiers. Archidéco fournit toute la ressource humaine et elle fait également la maîtrise d'œuvre. Donc en ce moment, c'est un autre scénario de réalisation. Et le troisième scénario de réalisation, c'est le clé en main. Le client peut vouloir un clé en main. Et ce clé en main peut être partiel. Donc ça peut être un clé en main seulement de peinture, ou ça peut être un clé en main seulement de carrelage, ou ça peut être un clé en main seulement de staff, comme ça peut être un clé en main total de toute la maison, de fondation jusqu'à la toiture. Pour elle, se faire former dans tous les postes est capital. Donc, étant passé, comme je disais tantôt, par une dizaine de boîtes, j'ai eu l'occasion de voir comment fonctionne d'abord une boîte de manière générale. Et quand je dis une boîte, c'est tous les maillons de la chaîne. Parce que quand on dit une boîte, c'est la fiscalité. Quand on dit une boîte, c'est le juridique. Il y a des contrats qu'il faut faire, etc. Quand on dit une boîte, c'est également la gestion des ressources humaines, c'est le personnel. Quand on dit une boîte, c'est également le marketing. Comment vous allez vous déployer sur le marché, etc. Les canaux de distribution, etc. Et quand on dit une boîte, c'est également le technique, puisqu'on fait dans du BTP. C'est également le volet technique. Il faut donc maîtriser tous ces pans-là pour pouvoir dire aujourd'hui que vous allez ouvrir une boîte. Il ne suffit pas de dire que vous sortez de l'école, vous êtes polytechnicien, vous avez un diplôme technique, vous voulez monter une boîte, vous allez le foutre dans le nez. Parce qu'une boîte, comme je disais tantôt, c'est plusieurs aspects transversaux pour pouvoir gérer une boîte. Donc, c'est le cumul de toutes ces années d'expérience où je suis passée par différents cabinets, où j'ai vu comment ça fonctionne. J'ai eu le temps aussi de recruter mon équipe, étant sur le chantier pendant une dizaine d'années. J'ai eu le temps de recruter mon équipe pendant longtemps. Et après, j'ai estimé qu'après 10 ans de carrière à travailler chez les uns et les autres, j'ai trouvé que j'étais assez outillée déjà pour pouvoir gérer une boîte de BTP. Son objectif n'est pas de chercher de l'argent, mais former le plus grand nombre de jeunes. Je me rends compte que la plupart de la jeunesse, ils sont allés à l'école, bon nombre sont scolarisés, mais ils n'ont pas de compétences dans un domaine. Donc il est question de les prendre et de les ramener dans un domaine qui est porteur. Parce que l'Afrique est en pleine construction, le Cameroun aussi est en pleine construction. Quand vous voyez l'apport du domaine du BTP dans le PIB, autant pour moi, du Cameroun, c'est vraiment une dynamique qui bouge, qui rapporte de l'argent. Il est question de prendre ces jeunes-là, de les encadrer et à partir de leur background ou de leurs connaissances, de leur apporter un deuxième type de connaissances appropriées au BTP, afin que demain, ils se servent de ça comme compétence pour produire des livrables pour vendre à des clients. À la base, d'abord ça. Ça a d'abord un certain impact sur ça. Et puis après, maintenant, derrière, on peut gagner l'argent derrière. L'un de ses objectifs est de révolutionner le secteur du BTP et s'imposer dans toute l'Afrique. Déjà, je gère deux startups, deux entreprises. Une entreprise qui fait, comme je disais tantôt tout à l'heure, dans la conception, suite chantier, et une autre entreprise qui fait dans les formations, dans le côté éducation. Mes objectifs ne sont pas pareils pour les deux boîtes. Pour les deux structures, mes objectifs sont pas pareils. Pour la première boîte, d'abord, je poursuis ou bien j'encourage le fait que la femme aujourd'hui soit indépendante. J'encourage toutes les femmes qui sont comme moi, qui se battent pour être indépendantes sur le plan de la société, donc l'indépendance financière des femmes. D'abord, il y a ce côté, ce volet que j'encourage et que je défends massivement. Il y a d'abord ce côté
que j'exhorte toutes les femmes aujourd'hui d'avoir à être indépendantes. De deux, j'exhorte, au-delà maintenant d'être indépendant, les femmes à faire partie de la sphère du leadership dans tous les domaines qu'elles exercent. Je suis peut-être aujourd'hui dans le domaine du BTP, mais je n'ai pas le leadership dans ce domaine. Donc, ma vision dans ce domaine, c'est pourquoi pas être parmi la petite sphère, ou bien on se comprend la petite sphère de ceux qui sont leaders dans le domaine. Donc, demain, j'aimerais être leader dans le domaine du BTP au Cameroun en tant que, bien sûr, une femme. Si ça pourra servir de modèle au cadet, tant mieux. Mais dans le côté BTP, vraiment, j'aimerais être leader parce que je sais que c'est un métier qui est très technique, il n'y a pas beaucoup de femmes. Pour elle, tout le monde n'est pas entrepreneur, car elle trouve une différence entre entrepreneur et investisseur. Après avoir fait une formation, à la base, on peut s'auto-employer, pas forcément être entrepreneur. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. C'est-à-dire, quand on t'aime, je prends un exemple, je vais prendre une personne lambda, une dame, quelconque qui fait une formation en couture ou qui fait une formation peut-être en esthétique. Quand elle termine sa formation, elle est esthéticienne ou elle est coiffeuse. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire qu'elle peut coiffer et gagner sa vie avec. Donc, elle peut faire une prestation de coiffure, soit de nattes, une prestation de coiffure, de tissage, etc. et gagner sa vie. Mais elle n'est pas entrepreneur. Elle a une formation qui lui a permis d'être autonome, comme on dit, elle s'auto-emploi. Maintenant qu'elle veut avoir une chaîne de salons de coiffure où il faut employer beaucoup de personnes, il faut être en règle avec la fiscalité, il faut avoir des stratégies marketing, etc. Je pense qu'elle gagnerait à avoir un mentor dans le domaine qui va lui apprendre autre chose que les techniques de coiffure qu'elle a apprises. Donc, on apprend à entreprendre. On apprend, vous comprenez, on apprend un métier, c'est bien. Après ce métier, on apprend à entreprendre. On doit être encadré dans l'entrepreneuriat pour éviter de tomber dans certains erreurs de débutants. Depuis son bas âge, elle a toujours eu un amour pour le dessin. Je dessine depuis mon âge adolescent. J'ai toujours aimé le dessin, ce qui fait que même quand je fais le secondaire, je dessinais déjà. Dès que j'ai eu mon bac, je me suis orientée dans toutes les filières qu'il fallait dessiner. Je savais que j'allais exercer dans un métier qui est lié à ma passion, le dessin. Mais je ne savais pas dire ça, l'aboutissement devait être quoi, entrepreneur ou travailleur ou foncier, je ne savais pas. Mais je savais forcément que j'allais avoir une carrière qui est liée au dessin. Ça, d'office, je l'ai su depuis le secondaire parce que j'aimais déjà dessiner depuis le secondaire. D'abord, je dessinais par passion. J'ai dessiné par passion pendant des années avant d'en faire un métier aujourd'hui. Elle encourage les jeunes entrepreneurs à débuter avec le peu qu'ils ont. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le commerce numérique veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut vendre ce qu'on n'a pas sous la main. Parce qu'aujourd'hui, avant, si vous voulez l'ère numérique, le marché était biface. Donc, vous avez un industriel d'un côté qui produit et puis après, il achemine peut-être dans une chaîne de supermarché, il vend. On n'avait que deux personnes, deux interlocuteurs, dont l'industriel et par exemple la boutique devait mettre. On n'avait pas accès directement à différents maillons. On ne pouvait pas être ici au Cameroun, commander directement en Chine. C'est quelqu'un qui devait aller en Chine, aller acheter un produit et revenir peut-être le vendre au Cameroun. Donc, on n'avait pas accès à un certain nombre d'informations. Donc, du coup, ça a fonctionné pendant longtemps comme ça. Vous vous rendez compte aujourd'hui que la plupart des milliardaires, ce ne sont plus ce type-là. Ce sont les gens qui possèdent des actions technologiques. Donc, le monde a basculé, a changé de camp. Avec l'économie numérique, vous pouvez être au Cameroun, faire du dropshipping, vendre ce que vous ne possédez pas et faire livrer ailleurs et avoir vos commissions. Vous ne possédez pas, mais vous vendez quelque chose que vous n'avez pas. Donc, à travers des plateformes, si je prends une plateforme aujourd'hui, comme je ne vais pas donner le nom pour faire publicité, qui gagne beaucoup d'argent à travers le numérique, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle propose des services. C'est une plateforme où il y a plein de produits qui ne lui appartiennent pas. Mais quand vous souscrivez au produit, c'est qu'elle greffe au produit, c'est l'offre de livraison, on vient vous livrer à domicile. Vous pensez que toutes ces plateformes-là ont commencé, tous ces acteurs ont commencé avec beaucoup d'argent? Non. Avec l'aide du numérique, aujourd'hui, vous pouvez créer votre entreprise en ligne, vous pouvez proposer un produit ou un service que vous n'avez pas. Vous pouvez même sonder le marché aujourd'hui directement sur Internet. Et quand vous voyez maintenant la commande, vous pouvez commencer à produire. Une entreprise, un jeune peut se mettre en ligne, par exemple, dit qu'il fournit du poulet. Il prend une belle image de poulet HD là, il crée sa page, il dit qu'il fournit du poulet. Il prend d'abord les commandes. Il dit maintenant qu'il va venir vous livrer, je ne sais pas, peut-être samedi ou dimanche. Vous comprenez, il a toute la semaine pour aller maintenant chercher le poulet et aller livrer. Ça fait combien de fonctionnement que je vous dis à des gens qui n'ont pas de capital mais qui ont déjà une boîte qui tourne. Avec l'économie numérique aujourd'hui, on a le consommateur directement en face de nous. On a le vendeur directement en face de nous. On a le fournisseur en face de nous. Donc tout le monde va sur Internet faire des achats. Aujourd'hui, tout le monde fait des achats sur Internet. Tout le monde vend sur Internet. Donc, le marché est ouvert. Donc, quel genre de boîte vous voulez directement produire avant de vendre?
Je prends un autre cas aujourd'hui. Si un entrepreneur, par exemple, X ou Y, décide d'acheter, par exemple, des terres, il veut se lancer dans l'agriculture, et qu'il s'en va, par exemple, produire je ne sais combien d'hectares d'ananas ou combien d'hectares de pastèques. C'est après qu'il ait produit qu'il va chercher comment distribuer ça, comment vendre. Est-ce que vous voyez que ça tient alors que c'est une denrée périssable? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire avant, selon vous? Il aurait dû d'abord chercher un réseau de distribution, soit de l'ananas, soit de distribution de pastèques, caler même les commandes, s'entendre tous avant de chercher à produire. Donc, il cherche à produire quand il a déjà un réseau de distribution ou un réseau pour écoler. Donc, il a travaillé en amont sa stratégie marketing. Il a déjà ses fournisseurs, il a déjà son réseau de distribution. Il a même déjà les commandes. Et quand il produit, où il va aller acheminer? Comment d'abord aller chercher l'argent? Aller d'abord acheter le terrain, aller d'abord produire avant de chercher où on va acheminer. Vous ne pensez pas qu'il y a un souci en ce moment-là? Ses collaborateurs lui adressent des salutations. Madame Nato est une entrepreneur, une femme déterminée et engagée dans ce qu'elle fait. C'est une battante, je l'appelle également une dame de fer. Oui, vous avez fait, c'est où elle va, ce qu'elle fait. Moi, je l'appelle souvent maman parce qu'elle m'a appris, ne me connaissant pas qui je suis, mais elle est en train de tenir ma main pour que je puisse me lancer dans l'entrepreneuriat. Elle a découvert que j'ai la facilité au découpage. Manuellement, je m'en sors facilement. Elle définit l'entrepreneuriat comme la création des richesses qui est capitale pour le développement d'un pays. Parce que entreprendre, c'est créer des richesses. Entreprendre, c'est créer des emplois aussi. Parce que quand on s'auto-emploie, on n'est pas entrepreneur. Il faut employer d'autres et les payer pour être entrepreneur. Donc, entrepreneur, c'est créer des emplois. Et entrepreneur, c'est créer des richesses. Et entrepreneur, c'est créer de la valeur ajoutée. C'est tout ça l'entrepreneuriat. Donc, un pays qui va fixer sa politique sur quoi? Je ne sais pas, des importations. Il faut qu'au niveau local, elle crée des emplois, elle crée des richesses, elle ait de la valeur ajoutée pour être concurrentielle sur le marché international. Sinon, comment est-ce que le pays va se développer? L'entrepreneuriat, c'est le levier économique numéro 1 pour qu'un pays puisse se développer. Ces difficultés sont d'ordre professionnel. Oh, j'en ai eu beaucoup. Si je prends le cas de Archideco, la première difficulté que j'ai a été au niveau du choix de la ressource humaine. Et quand je parle de la ressource humaine, je parle de la ressource humaine de la réalisation. Pas de la ressource humaine de la conception. Faire les plans, il y a beaucoup d'ingénieurs qui sont au marché, on peut travailler ensemble. La ressource humaine de la réalisation, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans le BTP, comment je dis, sur le tas. Vous n'allez pas trouver quelqu'un qui a fait vraiment une école pour poser les carreaux. Vous n'allez pas trouver quelqu'un qui a fait vraiment une école pour savoir mettre, par exemple, un enduit ou bien une plate. Ou bien quelqu'un qui a fait vraiment une école d'électricité pour savoir installer les câbles, etc. Beaucoup sont formés sur le tas. Ce qui fait donc que ça n'a pas été facile de voir avec qui travailler. Parfois, vous prenez ces gens, ils veulent bien travailler, mais ils sont limités parce qu'ils ne sont pas allés à l'école pour faire ça. Donc, ça a été un moment, ça a été très difficile au niveau de la ressource humaine en réalisation. C'est pourquoi d'ailleurs Archideco a commencé les réalisations bien tard. Il a d'abord fallu que j'identifie beaucoup de projets qui sont bien faits. Et dans le projet, qu'est-ce qui est bien fait? Si c'est le carreleur, je vais à lui, je prends son numéro, je vois un projet qui est bien fait. Si c'est le staff, je prends son numéro, je vois un projet qui est bien fait. Si je vois que c'est la peinture, c'est comme ça que j'ai dû à un moment donné recruter par-ci, par-là, toute cette masse-là. Après cette masse-là, j'ai dû moi-même les catégoriser pour dire, bon tiens, quand je regarde les peintres, j'en ai 100, mais qui a le profil pour faire quoi? Ce peintre-ci, par exemple, Julien, il est bon, mais pour les petits projets. Ce deuxième peintre, par exemple, Edmond, il est bon, mais lui peut travailler peindre un immeuble, il peut faire les façades. Ce peintre-ci, il est bon, mais il est bon pour la peinture décorative. Donc, j'ai dû moi-même encore, après avoir fait une identification par-ci, par-là, au travers de mes chantiers, de mes marches, papa, j'ai encore dû moi-même catégoriser mon équipe pour dire que celui-ci a le profil. Avant, maintenant, que lorsqu'un chantier se présente à moi, je fais encore un casting dans ma base de données pour dire, bien, tiens, par rapport au projet que j'ai sur la main, ou bien par rapport au snack que j'ai sur la main, ou bien par rapport à la villa que j'ai sur la main, qui a le profil pour aller le faire? Et je vous dirais que c'est ce que beaucoup de profanes, c'est ce qui tue beaucoup de profanes. Il est allé sur le chantier d'un ami, il a vu comment les carreaux étaient bien faits, il dit que donne-moi directement le numéro de ton carreau. Alors que peut-être son carreau à lui, c'est un carreau qui ne se pose pas de la même façon que pour l'autre. Peut-être pour lui, peut-être c'est la simple faïence, c'est de la simple céramique, alors que lui, il a le marbre. La pose du marbre n'a rien à voir avec la faïence qui est céramique, qui est un produit standardisé
un produit issu homogène. Alors que le marbre, c'est un produit hétérogène, les nervures, ça va dans tous les sens. Si tu ne fais pas une pose à blanc, ça va rater. Et puis le marbre est poreux. Si vous ne mettez pas un ciment blanc en bas, il va absorber le ciment et noirci. Vous voyez que la connaissance du matériau, la connaissance du type de pose, il ne sait pas, il sait juste poser. Donc vous allez le prendre, vous l'amener sur notre projet, lui donner un matériau délicat, un produit délicat, et hop, c'est raté. Ah, mais pourtant je l'ai pris quelque part, il savait bien faire. Il n'a pas le profil, même s'il est carreleur. Pour elle, Dieu est la clé de sa réussite. Mais c'est à cause de ma foi que je suis là où je suis aujourd'hui. C'est à cause de ma foi. J'ai dû, bien sûr, c'est grâce à Dieu. Bon, pour moi qui suis chrétienne, je pense que c'est grâce à Dieu que j'ai pu avoir ce parcours. Et je pense que tous les jours que Dieu a créé, tous les jours qui existent, Dieu me soutient et il me donne la persévérance pour aller plus loin. L'entrepreneuriat, c'est aussi la persévérance. C'est un grand mot. On ne saurait dissocier entrepreneuriat de persévérance. Un bon entrepreneur est celui qui doit persévérer malgré les hauts et les bas. Et je pense que pendant ces moments de haut et de bas, le Seigneur m'accompagne toujours et celui qui me donne la force de me lever tous les matins et puis de continuer dans cette voie que j'ai choisie. Son conseil aux jeunes. L'entrepreneuriat est vaste. Il est grand, l'entrepreneuriat alimentaire, l'entrepreneuriat de distribution, l'entrepreneuriat de services, etc. L'entrepreneuriat est vaste. Il faut qu'il choisisse bien son maillon. S'il n'est pas allé à l'école dans ce domaine, qu'il se forme. L'entrepreneuriat commence par la formation. Si c'est de la cosmétique, formez-vous. Si c'est de la restauration, formez-vous. Commencez par vous former pour être pour pouvoir s'employer dans le domaine. Et ensuite, maintenant, faites-vous accompagner par des mentors qui sont des aînés dans le domaine, qui vont vous dire ce qu'il ne faut surtout pas faire pour éviter de tomber. Gagnez en expérience de vos aînés. Tout ça, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Et surtout, je vais chuter en demandant qu'il soit persévérant. Un entrepreneur doit être persévérant. L'entrepreneuriat, c'est les hauts. L'entrepreneuriat, c'est aussi les bas. Mais à la fin, quelle satisfaction quand on voit qu'on a atteint son but. Il n'y a pas de comparaison. En résumé, les Africains ont eux-mêmes le pouvoir et la capacité de bâtir une meilleure Afrique.